suis-moi, c'est en bas. C'est en bas de l'échelle. Je n'ai pas le choix de prendre les moyens pour aller capter l'attention des gens. C'est ça. Sinon, on se parle à soi-même. Je sais que je ferais ça un jour dans la vie. Allume! M. Roson est là. Et la télévision. Je ne voyais pas cela comme une carrière. Oh, victorieux, Jean-Luc Debout, on a pogné la moufette. Je faisais comme un job que je faisais, qui allait pour le temps que ça irait. Sors de la police, t'es dangereux. Mais mon Dieu Seigneur, je suis encore là. Ah oui, je pense que je suis in. Je suis in. Yes. Je suis dans le trèfle, comme disaient les jeunes à une certaine époque. Bonsoir à la maison. Bonsoir, Pénélope. Bonsoir, Jean-Luc. Qu'est-ce qui est différent avec l'époque de vos débuts? Étonnamment, pas grand-chose. OK, 35, mouvement. Attention rouge. Roule rouge. Quand vous avez commencé, il y avait 2 caméras dans votre studio et vous... Là, aujourd'hui, il y a 6 caméras, 8 caméras, en fait. Il y a des techniciens partout, ça bouge. Moi, je fais ce que je fais. Parce que vous faites la même chose. Et je fais la même chose. Moi, je parle aux gens. Collège Notre-Dame, 1964, j'entre la même semaine. À moi, pareil. À toi, OK. Ouais, on commence. Ça, je suis pas habitué de parler à quelqu'un d'autre qu'à ça. Qu'est-ce qu'il y a dans votre carrière qui s'est amorcé ici? En fait, c'est la capacité de prendre la parole en public. Alors, imaginez, tous les dimanches soirs, on entre ici, et la première fois que je suis entré au collège, c'est par cette entrée, et on nous a assigné un casier. Vous vous rappelez du vôtre? Je me souviens du mien. C'était ici, sous cette passerelle. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un petit Samuel qui a ça aujourd'hui. La 013. J'ai jamais été superstitieux. Ça, c'était le recteur du collège. Vois-tu? En 62 jusqu'en 84, l'archevêque. J'ai passé quelques années ici à jouer de la trompette dans l'harmonie et à faire des percussions. Alors, tu as le frère qui est assis ici, puis qui voit ce que ça se fasse en ordre. Parce que moi, je suis enfant unique, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. J'entre ici, c'est la première fois que je vois ensemble, d'un même coup, 300, 400 enfants. Ça a été mon professeur de mathématiques, Raymond Lamontagne. Ouais. Lui, il a eu de la misère avec moi. Vous étiez mauvais en mathématiques ou quoi? Tellement mauvais. Je le connais pas, le garçon qui est là. Je le connais pas, le garçon qui est là. Papa, maman sont partis. Vous êtes plus qu'intimidé, là. Ben, en fait, je suis dans ma tête. On est en groupe, mais on est seul. Il fallait que je cesse d'être perdu dans un univers que je ne connaissais pas. Donc, il fallait que je me trouve une place. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit à un concours d'amateurs qu'il y avait ici, avec un monologue que j'avais appris l'année précédente, dû à un professeur qui s'appelait Jules Martel à Chambly. Et riche de ce monologue-là, je me suis inscrit au concours d'amateurs de la salle des petits. Et j'ai gagné le premier prix. Le cri de la conscience. Minuit sonnait au clocher du village, la lune rayonnant dans un ciel sans nuages dormait dans les temps. Tout dormait sauf un homme, amateur de mystère, qui s'en allait dans le champ du voisin, dérober des pommes de terre. Après ça, il y avait la même chose, mais chez les grands. Et là, on parle des gars qui allaient jusqu'en philosophie. C'était des gars qui entraient à l'université. Eux autres ici, ils faisaient leur soirée amateur. Et ils invitaient le gagnant du concours d'amateurs de la salle des petits, comme un genre de cours du chapeau pour créer une cohésion dans l'ensemble de la communauté. Alors, j'ai été présenté le même monologue. Minuit sonnait au clocher du village, la lune, rayonnant dans un ciel sans nuages, se mirait dans les temps.
Tout dormait, sauf un homme, amateur de mystère, qui s'en allait dans le champ du voisin dérober des pommes de terre. C'est quelque chose. Et comme ça pendant 8 minutes. Ben, c'est comme ça pendant 5-6 peut-être. Avec les applaudissements, 8. Donc, en 2 soirées, en 10 minutes, 11 minutes, si j'additionne les 2 performances, les 900 étudiants savaient qui j'étais. Ça m'a donné véritablement une éclosion. En rapport avec les autres. J'aime pas beaucoup la lumière, mais je voulais pas l'anonymat non plus. Je voulais être à ma place, avoir une place. Parce qu'après ça, je me suis présenté à la politique étudiante. J'étais président de ma classe à tous les niveaux et président de la JEC qui devenait en même temps le président des étudiants du collège. L'individu fait face à des accusations d'avoir nourri un écureuil. La police, ce fin limier, a aperçu un homme de 58 ans en 2006. Ça va mal aller? On est décidé. Il n'y aura pas de commission d'enquête où on va contraindre les témoins. Peut-être les contraindre un peu. On va laisser ça à la juge. Et quand des gars réussissent à l'étranger comme Rock Voisine, on se demande pas s'ils sont bons chanteurs, y est-tu fifi ou s'il l'est pas. Les garderies à 7 piastres, on va mettre ça à 10 piastres. Mais peut-être qu'on les laissera à 7 pour un petit bout de temps encore, parce que... Moi, quand j'ai été longtemps à l'école puis j'étais à l'université, j'avais pas des grands yeux, parce que j'avais la tête grosse de même. Fait que c'était proportionnel. Quand t'as la tête enflée, c'est sûr que t'es loin de la réalité. Mais là, les commissions scolaires, c'est le temps de faire le ménage là-dedans. On va couper ça de 300 millions. Bon, on pourrait peut-être regarder ça, on va voir. Les gestes, l'adresse à la caméra, il n'y a personne qui fait ça comme vous. Ne le prenez pas mal. Moi, je vous trouve comme un extraordinaire comédien. Et vous avez un passé de comédien. Bien sûr. Bien sûr. Le fort de Chambly a été le site d'une pièce de théâtre qui s'appelait Jean Bessette. Jean Bessette étant le premier colon de la seigneurie de Jacques de Chambly, qui était le seigneur de tout ce territoire. Et j'ai incarné le rôle de Jean Bessette. Et on a joué ça pendant un été de temps. Ça, c'est parce que vous aviez, vous, à l'origine, une troupe de théâtre amateur. Oui, c'est ça. Alors, on jouait d'ailleurs juste ici en face. Il y avait une salle qui s'y prêtait et on louait cette salle-là et on montait des pièces de boulevard. On a fait du Feydeau, on a fait Boeing Boeing de Marc Camoletti, on a fait, oui, Feydeau, Tailleur pour dames. Alors, des pièces comme celle-là que l'on faisait l'été comme étudiant, troupe amateur, mais quand même qui avait son succès et qui était suivi. Ça ne vous a pas tenté de poursuivre dans cette voie? C'est effectivement tentant, mais les applaudissements qui donnent toute cette adrénaline et cette satisfaction tombent vite une fois que la salle est vide. Et mon père m'avait dit, Jean-Luc, attention au chant des sirènes, va étudier et tu feras ce que tu voudras après. Alors j'ai fait ce que j'ai voulu après. Mais il y a un génie, là. Elle a ouvert là en 2006. A donné des pinottes en écaille à un écureuil. Je suis en train de parler de ça, moi, là. Une émission nationale d'information. Il n'y a pas un chef de pupitre, il n'y a pas un directeur des nouvelles qui mettrait ça en deuxième nouvelle. J'ai fait, moi. Pas parce que la nouvelle est importante, c'est parce que c'est sans génie. Les gens disent, on aimait ça quand vous vous fâchiez. Ben oui, mais pas il y a des enfants à l'école qui disaient à mes enfants, est-ce que ton père, il reste chez vous? Ça doit pas être reposant.
Alors que les enfants me montaient sur la tête. Et ils me montent sur la tête, puis ils peuvent me demander n'importe quoi. Donc, tout le voisinage pensait que c'était des enfants battus. Ben, sans être battu, ça devait être sévère. Quand tu ouvres les yeux, ça devait être méchant. Les Autochtones nous doivent 2 millions, puis tu vas nous faire une entente intelligente comme ça, Hydro. Puis tu collectes une pièce 33. Mais vous êtes des cœurs! Débranche, on s'en va à pause. C'est l'université qui m'a amené à Sherbrooke. Ça a été l'université par sa faculté de théologie qui avait véritablement une modernité dans son approche d'études. Vous avez passé 3 ans? Oui, c'est ça, 3 ans et demi, je pense, 3 ans. Belles années. Extraordinaire. Des années formidables. À entrer en théologie, il faut un minimum de foi, à mon avis. Je fais erreur. Ou un minimum de quête de sens. J'avais l'intention aussi d'enrichir un peu ma réflexion. Et je trouvais que la théologie était intéressante pour tout ce que le Québec est devenu et était. C'est un accident, moi, mon arrivée dans les communications. Tout un accident parce que j'étais étudiant à l'université. J'avais tâté un peu de l'enseignement pendant une année académique. J'ai pas beaucoup aimé. Et j'ai décidé de cogner à la porte d'une station de radio pour essayer de boucler mes fins de mois comme étudiant. Après ça, je suis devenu directeur des nouvelles. Après ça, je suis devenu directeur adjoint de la station. Et j'ai commencé, après ça, mon journal. Et après le journal, j'ai commencé la télé. Et le reste, ben, ça continue. C'est extraordinaire. Regarde, on parlait de ma moustache. Elle est là, en personne. L'heure juste. On parle de 1985-86. Alors, c'est Bernard Fabi, qui est directeur général de la station de télévision à Sherbrooke, Télé 7. Et il me dit, Jean-Nel, je t'écoutais quand tu étais à la radio. Pourquoi tu fais pas de la télé? Je dis, la télé. Alors, regarde-moi, là. Je connais pas ça, puis j'ai jamais fait ça. Il dit, c'est exactement comme la radio, mais on te regarde faire. C'est en fait extraordinaire. Quel emberlificateur! Alors, non, mais il est extraordinaire parce que, dans le fond, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai fait de la radiovision. Comment on fait pour avoir une sexualité en prison? Vous êtes tous dans des cellules. Vous voyez pas. Je joue même pas en cafétéria, dans les douches. C'est ça que je te dis. On est habitué à avoir une sexualité anormale. Puis ils nous obligent à faire des choses anormales. On fait ça au travers des barreaux, on fait ça devant... Alors, l'heure juste, c'était une promesse de réalisation au CRTC. Il faut dire rapidement que les diffuseurs, quand ils ont leur permis de diffusion, leur licence, avec leur licence viennent certaines obligations, certains engagements. Alors, lui, dans sa promesse de réalisation, ça lui prenait une demi-heure d'émission d'affaires publiques, pour laquelle il n'y avait pas un grand intérêt, soyons francs, parce que c'était plutôt pour son cahier quand il se représentait. Ah oui, j'ai produit une émission. Vous étiez, je veux pas être mal poli, mais dans le jargon, on aurait pu dire que vous bouchiez un trou, là. Hein? À l'évidence. À l'évidence. À l'évidence, c'était... Vous pouvez dire que vous avez commencé comme bouche-trou. Absolument. Enchantée, Véronique Saumur. Bonjour. Bonjour. Non, je viens de montrer aux gens que ce plateau était l'endroit où se faisait l'émission L'heure juste, Oui. que j'animais à l'époque, dans un studio amphithéâtre, que je trouve encore impressionnant. Une station de télévision dite locale, que d'autres s'amusent à dire en province. Ça n'a rien à envier à énormément de choses qui se font ailleurs. Au bout de quelques semaines, les résultats ont été formidables. Mais quand je dis formidable, là,
800 000 là, dans les premières semaines de cette émission d'entrevue. À Sherbrooke. Avec une antenne qui était puissante, mais sans être diffusée réseau, sur le réseau patonique. Télé 7, Québec, Trois-Rivières. Bon, alors ici, j'ai fait une émission de télévision, une émission spéciale. Reportez-vous à l'époque, personne ne connaît le sida. On commence à en entendre parler. Et je fais une émission sur le sida avec le docteur Thomas, que j'avais invité ici, quelques autres en santé publique, du public, et nous parlons de la sexualité responsable. Quelle heure était diffusée cette émission? 8 heures le matin. 1 million de téléspectateurs à 8 heures le matin Oui. pour entendre parler du sida et la Oui. sexualité responsable. Oui. Est-ce qu'il y avait une once ou plus de fierté de se dire « Hey, on est à Sherbrooke, on Bien fait sûr. ça ici, Bien sûr, et on va chercher 1 million de téléspectateurs. bien sûr, bien sûr. Alors, l'année suivante, je vais faire la télévision tous les jours. Et je m'appelle Mongrain, on va faire Mon grain de sel dans l'actualité. Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue en ce vendredi. Nous sommes le 17 novembre 1989. Ça s'est compliqué avec mon grain de sel sur le plan de, je dirais, de l'organisation, les caméras, tout ça. Ben là. oui, c'est ça, c'est que là, ici, on appelle ça une émission, un show de chaise. On est un en avant de l'autre, il y a une discussion, la caméra en est témoin. Mais lorsque vous devez agir, réagir, parler, interpeller, questionner avec le public, parce que vous êtes seul, et que là, il y a quelqu'un qui vous dit « Regarde plus là, regarde-moi, regarde l'autre caméra, regarde là », ça devient intenable, en tout cas, lorsqu'on n'a pas l'habitude de ça. Alors, à la première pause, moi, j'ai dit si vous pouvez mettre des comiques, vous pouvez mettre des comiques. Avez-vous une bande dessinée que vous pouvez mettre à ma place? Ça n'a aucun bon sens. Et c'est là que le réalisateur de l'époque, Luc Doyon, a pris l'intercom et il a dit « Les gars, on va le suivre, là, puis je réglerai ça après avec lui. » Et ça a l'air que depuis ce temps-là, ça suit. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je vous félicite pour votre émission. C'est merveilleux. Merci, madame. Pour vos convictions aussi. Le législateur, c'est qui, ça? C'est un penseur éthéré, assis à quelque part dans un bureau à Québec ou à Ottawa, qui fait des lois. C'est-tu malade, ça? Oh oui. Il y a quelque chose à quelque part qui marche pas, là. Faut pas revirer sur le top, là. Oui, bonjour, mon grain de sel. Ce qui est révolutionnaire dans ce projet, c'est qu'à 8 heures le matin, on fait du commentaire d'actualité. On ne fait pas des émissions de service. 1. 2, on ouvre un créneau d'affaires publiques et d'information générale qui n'a jamais existé. Il va falloir que quelqu'un, quelque part, mette ses culottes. J'attends vos commentaires là-dessus. Et si vous avez... Ils ont reconnu ça. J'ai reçu de l'Association canadienne des radios-télédiffuseurs une reconnaissance pour avoir ouvert le créneau du matin au Canada dans ce genre d'activité-là et d'avoir rejoint 1 million de téléspectateurs à 8 heures le matin, là, à la télévision au Québec. Monsieur Mongrain, vous prenez position, vous êtes même controversé, pourtant les gens vous aiment. Ah ben déjà que d'être en nomination, je pense que c'est un grand signe de la part du public et je les remercie. J'ai eu 2 beaux compliments dans ma vie en rapport avec mon métier. Le premier, c'était moi, les nouvelles, j'écoutais pas ça, puis ça m'intéressait pas. Mais depuis que c'est vous qui les faites, je m'aperçois que je fais partie du monde. C'est énorme comme commentaire. On vous a dit qu'on ferait entendre la voix du public ce soir. Eh bien, c'est ce que l'on fait à l'instant. Le deuxième, c'est une chance que vous êtes là pour poser des questions. On peut vous poser des questions que nous autres, on aimerait poser si on avait la chance d'être devant ces gens-là. Lâchez pas. Ça, là, c'est la pierre angulaire de la relation que je prétends que nous avons, le public et moi. Alors, le gagnant est Jean-Luc Mongrain. Monsieur Lincoln, se peut-il que les résultats de ces tests ne soient pas concluants? Je ne crois pas, M. Mongrain. On a commencé à faire des tests et les résultats doivent être connus dans 2 jours plus tard. Monsieur Lincoln... Et on regarde ça, on se dit, c'est rendu là. Cet incendie de BPC?
aurait provoqué des effets bizarres chez ceux qui ont été contaminés. On parle même de désordre au niveau de la sexualité. Le bye-bye, veut pas, c'est formidable, c'est fantastique. Ce qui arrive, j'ai été touché. Et j'aurais aimé que mes parents voient ça. Alors donc? Parce que c'est comme une consécration. Ben oui. Écoute, le bye-bye au Québec, c'est l'ultime. Monsieur Mongrain, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous aviez de beaux yeux? Moi, j'ai été le plus jeune directeur des nouvelles au Canada à la radio. J'avais 22 ans et demi. On est à Sherbrooke, là, à CGI. Ouais. Alors, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens d'aller interviewer M. le maire. Puis les intervenants, j'ai une face d'enfant. Je pesais 132 livres. J'étais mince, tout petit. Alors, j'ai dit, je vais me faire pousser une moustache. Puis ça donnait bien. C'était un peu la mode de l'époque. Alors, je me suis laissé pousser une moustache. Énorme moustache dans le fond, puis c'est pas de ma faute, c'est ça qui est arrivé. C'était la moustache que j'ai eue. Bonjour, bon lundi et bon midi. Plus des autres, pour la fin de semaine, ça s'est rétabli en barre sur le Saint-Laurent. Il y a toujours cette histoire là. Quand j'ai commencé à Montréal, mon épouse me dit un jour, coupe donc ça. J'ai dit, t'as raison. Sans penser que c'était une marque de commerce presque enregistrée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'heure juste. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Mettez-vous en situation, là. Parlez-moi plus de Jean-Guy Tremblay, parlez-moi de vous, là. OK, monsieur? Je vous remercie. Bye-bye, bonne journée, au revoir. On s'arrête pour une pause et on poursuit tout de suite après. Mais pas à Séoul, pas à Barcelone, pas à Munich, pas à Toronto, mais ici. Ici même, à Quatico. Quelques jours après, je reçois un appel. Le vice-président de la programmation, le vice-président de l'information et le gars des relations publiques. Monsieur Mongrain, est-ce qu'on peut vous voir? Certainement, avec plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on va descendre chez vous. Alors, ils viennent chez nous, on est autour de la piscine. Et là, ils tentent de me convaincre que la marque de commerce de la moustache, il faut pas que Mongrain apparaisse à l'écran, pas de moustache. Ça te prend une moustache, laissez-vous repousser la moustache, voyons donc, etc. Non, j'ai dit là... Justement, je suis pas une boîte de conserve. C'est pas, je vous appartiens pas. Je suis pas votre créature. Non, je fais pas pousser de moustache. Ils partent un peu penauds. Et c'est Bernard Fabi qui a eu l'idée géniale de modifier la promotion, d'en faire une pour moi. J'étais de dos. Et l'annonceur maison disait en voix hors champ, le monde change. Mongrain aussi. Et là, je me retournais, puis j'avais plus de moustache. Une récupération marketing extraordinaire. Un gars qui cogne à la porte. Bonjour, j'aimerais parler au père Martin. Oui, c'est moi. Oh, ha, ha! C'est qu'il y a? Est-ce que là, ouvert là, vous n'avez pas attrapé une moufette? Pardon? Ben, ils vont y faire une charge, ils font un procès. Nul ne peut utiliser des pièges à pattes. C'est illégal, c'est dangereux. Pendant ce temps-là, dans le même pays, on fabrique et on négocie l'utilisation des bombes antipersonnelles dans le monde. Oh, Paul Desrivières n'aimera pas ça, je suis démagogue. Le devoir. Et ça revient toujours à la même chose. Moi, je vous dis, il est démagogue, ici, il est ça. Tu sais, à mon point de vue, ça, c'est du potinage. Moi, je fais une émission de télévision. Je tente d'expliquer ce qui est compliqué, peut-être souvent à l'occasion, et je n'ai pas le choix que de prendre les moyens pour aller capter l'attention et l'intérêt des gens.
C'est ça. Sinon, on se parle à soi-même. Sinon, mettez-moi en circuit fermé. Il n'y a pas de problème. Je vais tout vous expliquer ça. Je vais vous parler de propédeutique, d'anthropologie théologique. Je vais vous parler de ce que vous voulez. Je vais vous parler du sexe des anges, si vous voulez. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais je vais entendre de l'écho assez rapidement. Mais ton Dieu, il poursuivent le curé. C'est-tu une maudite perte de temps? Vous n'avez pas le droit d'écraser un munot sur la terrasse chez vous. Saviez-vous ça, vous autres? C'est illégal. Il faut que tu appelles la SPCA, ils vont t'envoyer de la documentation. Hey, dans ton lieu. Eh bien, Comment on tire son épingle du jeu? C'est celui qui fait le plus d'esclandre qui attire l'attention? Non, je pense pas. Mais c'est celui qui capte l'intérêt et le conserve, qui fait en sorte qu'il y a une émission. Mais en même temps, si tu étais dans un party avec moi ou dans la vie de tous les jours, à caméra fermée, vous verriez exactement le même gars. Mais j'ai pas le sentiment. Ça fait... Ah oui, non. Mais là, c'est parce que c'est une conversation que j'appelle un portrait intime. Mais si vous êtes plus que deux, je vais commencer à comprendre qu'il faut qu'il y en ait plus qui comprennent. Jean-Luc Mongrain a beaucoup de courage. Il dit son opinion sans se gêner. On sent qu'il est sincère. Et puis ses émissions sont toujours intéressantes. Ben, il n'est pas gêné, puis il dit ce qu'il pense. Il défend la cause des plus démunis souvent, puis je trouve ça le fun. Je trouve que c'est un homme qui a son franc-parler, qui est honnête. Il parle de qu'est-ce qui touche le public. D'après moi, je pense que c'est lui la meilleure personnalité. Jean-Luc Mongrain. Jean-Luc Mongrain. Combien de métrostars et d'artistes avez-vous? 18. Mais la popularité, c'est quelque chose qui, à mon point de vue, ne nous appartient pas. Ça nous est donné, ça appartient aux gens. Ça vous est prêté. Ça nous est prêté. Ça appartient au public qui vous prête cette reconnaissance, cette notoriété. De sorte qu'il ne faut pas y croire au point de prétendre que nous sommes populaires et que nous sommes bons. Pas du tout. Le gagnant, Jean-Luc Mongrain. À partir du moment où tu n'es plus présent, tu es vite oublié. Donc, si ta réalisation, c'est d'être reconnu, fais attention, parce que ça peut arrêter vite. Parce que tôt ou tard, on va en souffrir. Puis tôt ou tard, quelqu'un pourrait en souffrir. Il y en a probablement qui en souffrent. C'est pas que je suis au-dessus de ça, mais c'est pas ma nature de résumer tout ce que je suis en la reconnaissance que les gens peuvent avoir de moi. Hier, on lisait une nouvelle dans les journaux qui a étonné tout le monde, en tout cas dans le monde des médias. On apprenait le départ de Jean-Luc Mongrain du réseau TVA. Bonjour, Jean-Luc Mongrain. Bonjour, Mme Charest. C'est vrai que c'est une nouvelle qui était étonnante. Ce qui est arrivé, et je pense que c'est normal quand on est dans une relation d'affaires, TVA était à renouveler une entente avec nous. Et on ne s'est pas entendu, mais on ne s'est pas entendu sur un principe qui est celui de l'exclusivité. Qu'est-ce que vous auriez à perdre si vous n'étiez pas prudent, là? Ah, mais je pense pas grand-chose, si ce n'est la relation importante et intime que j'ai avec 980 000 personnes quotidiennement à la télévision. Ça, c'est l'élément. Et c'est ça qui m'a amené. Moi, je suis arrivé à la télévision par accident. J'aurais jamais cru que ça aurait marché. Voyons donc. Un gars qui, comme dit Paul Desrivières, qui use de grande démagogie et qui dit n'importe quoi, et comme disaient tous les bien-pensants de ce monde, comprends-tu, qui se paye la traite puis qui fait des gros yeux devant une télévision avec une feuille de plywood, 4 logos puis une ligne de téléphone, ça peut pas marcher. Oui. Mais quand ça s'est mis à marcher, là, les penseurs de la télévision ont dit « On l'a trouvé l'affaire. Viens-t'en, mon petit garçon. » Eh bien, après 12 ans, on n'appartient pas à ces gens-là. Je m'appartiens. Mon père m'a toujours dit dans la vie, et je l'ai dans le cerveau comme un tatouage, lui qui a gagné sa vie de grippe et de grappe, Jack of all trades, master of none, avec une jambe coupée,
qui essayait de gagner sa vie un peu partout, il dit, Jean-Luc, la véritable indépendance, c'est d'être capable de dire non. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé à faire de la télévision, il se demandait comment ça se fait que cette bébête-là fait de la télévision. Puis aujourd'hui, on se demande comment ça se fait qu'il n'en fera plus et où il pourrait en faire. Régulièrement, Monsieur le ministre, et vous tous, on saisit des armes dans les prisons. Vous savez, les armes artisanales, on l'a trouvé avec un pic. Et vous êtes arrivé à Télé-Québec. Oui, je suis arrivé à Télé-Québec. Où, à Télé-Québec, j'ai refait l'émission du matin Mongrain, mais j'ai refait une émission plateau que j'ai adorée, qui s'appelait Les Commissions Mongrain. Ça se retrouve dans les containers. Ça, là, ça vient des prisons. Je les ai pas fabriqués chez nous dans mon garage. C'est des émissions qui duraient 2 heures, 2 heures et demie. Ça dépendait, est-ce qu'on avait vidé le sujet, est-ce qu'on avait fait le tour de la question. On avait de grands débats de société avec public, avec énormément d'intervenants. Dites-moi comment ça peut se ramasser d'un container, ça fait des rapports, ça, de long, les gars se piquent en dedans, puis après ça, vous allez venir collectivement me dire que la peine de mort n'existe plus. Vous lui faites la job. Il n'y a pas personne là qui peut aller dire que c'était pas correct, que c'était pas de la télé. C'était de la belle télé, de la grosse télé, avec des ressources et des moyens. Extraordinaire, j'ai adoré ça. Mais pour moi, le calendrier de l'année était prévisible. À telle période, on sait ce qui arrive. À telle période, on sait ce qui arrive. À telle période, on sait de quoi on va parler. Et là, je me disais, mais c'est parce que j'ai fait cette histoire-là il y a 10 ans. C'est-tu encore vrai que c'est ça? J'ai fait cette histoire-là il y a 5 ans. Ça existe toujours? Alors, honnêtement, j'avais l'impression d'avoir fait le tour du jardin un petit peu. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une autre formule possible? Herbert Lerner, 78 ans, vient de connaître sa sentence. Votre arrivée à TQS, ça déculotte pas mal de gens. Pourquoi? D'abord, TQS, on vous attend pas là. Je ne pense pas. Moi, je m'attendais nulle part. Quand on m'a demandé d'aller à TQS, on a dit, Jean-Luc, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, ça fait longtemps que je regarde les nouvelles, puis je veux faire les nouvelles comme les gens les réagissent. Parce qu'on se dit, s'il n'y a pas de blanc au premier chef, les parents, eux, disent que toute cette histoire n'est pas claire. Oui, on dit que finalement... Ma façon d'être à la télévision, c'est d'amener les gens à être à l'écoute pour qu'un journaliste, peut-être, vienne m'expliquer les faits, mais ma réaction doit être une réaction d'auditeur, de téléspectateur. Je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui fassent ce métier-là en n'ayant pas plus d'émotion pour un sac de vidange éventré que pour un triple meurtre. Et l'émotion ne vient pas changer l'objectivité d'un fait, à mon sens. L'émotion vient nous dire, écoutez, c'est quelque chose d'épouvantable, je ne voudrais pas être à la place de ces gens-là. Et regardez ce qui s'est passé aujourd'hui pendant que vous étiez au travail. On a un journaliste X, Y ou Z qui a été sur place, mais je vous dis, c'est inacceptable. TQS grignote avec ténacité des parts de marché au détriment de TVA et de Radio-Canada. Au cœur de cette progression, il y a ce qu'on appelle le facteur Mongrain. Le style direct de Jean-Luc Mongrain et sa façon de commenter l'événement font passer l'auditoire du journal télévisé de 200 000 à près d'1 million de téléspectateurs. Faire 1 million à TQS, honnêtement, là, c'est méritoire, ouais. C'est d'être sur le Volkswagen puis de battre Ferrari. Oui. C'est pas compliqué. On va aller retrouver à Sherbrooke Maxime Delisle parce que les... J'ai regardé une demi-heure, 3/4 d'heure d'une émission du Grand Journal. Une des rares qui est encore disponible. Parce que il y en a-tu encore? Je l'ai trouvé à Radio-Canada. Chanceux. Une émission complète. Celle du 24 mars 2006. Je vous donne le line-up. Ça commence par un fait divers, 3 jeunes ivresses au volant. Où des jeunes se filment eux-mêmes quelques instants avant d'être impliqués dans un accident mortel. Ensuite, un bulletin météo. Du côté météo, maintenant, qu'est-ce qu'il y a pour nous en fin de semaine? Bien, ça sent le prêt. Après le bulletin météo, un fait divers,
Un bar à Grand Bay qui fait des jeudis saints. Il peut arriver que le jugement et le discernement viennent apparaître. Jeudi saint au Grand Bay Pub. Pour revenir, le procès Chantal Paris. Ça aurait pu être une comparution de routine, mais ça n'a pas été le cas, Chantal Paris, ce matin. Non, parce qu'elle faisait face à des sentences pour 3 vols à l'étalage. Ensuite, il y a un fait divers, une fusillade à Montréal. Jean-François Fragebout, vous allez nous parler de Montréal-Western. Ma foi, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, il y a un fait divers, un citoyen qui est agressé. Il a continué à me frapper. Il a continué à me frapper, je retombais encore. Il va pas que je lâche. Je criais au secours. À l'aide! Je criais à l'aide! Et ensuite, un autre fait divers, un homme victime de violence conjugale. On a 50 minutes d'informations de passé. Oui. Vous savez, la violence conjugale, on identifie toujours ça aux hommes violents envers les femmes. Mais l'inverse existe. Et ça fait beaucoup de faits divers. C'est pas moi qui fais le line-up, premièrement. Deuxièmement, il faut s'entendre. Tout ce qui est en dehors de l'île de Montréal, ça nous prend un correspondant à l'étranger. Nous avons... J'aime ça, un correspondant à l'étranger. Mais oui. Il n'y a aucune ressource à TQS. À Longueuil, on ne peut pas faire un reportage. J'ai vendu, moi, à TQS, mon propre camion micro-ondes pour qu'on soit capable de diffuser à l'extérieur. TQS a les coûts de production les plus bas des grands réseaux. Les 4 émissions d'information et l'émission 110 sont toutes diffusées à partir de ce studio avec le même décor fait de 2 tables de contreplaqué. Nous n'avions pas les ressources et les moyens de faire autre chose de national. Pas de bureau à Québec, pas de bureau à Ottawa, rien à l'étranger. C'est le vaisseau avec lequel nous étions sur la même mer que les autres. Alors, c'est le travail que nous faisions. Ceci étant dit, ça n'a rien à faire avec il est démagogue, il n'est pas démagogue. Ça a à faire avec la capacité de ce réseau de fournir le même mandat que d'autres. Et jamais on n'a prétendu être capable de ça. Ce soir, au téléjournal, TQS ferme son service des nouvelles. Près de 300 employés sont mis à pied. C'est une sombre journée dans l'histoire de l'information au Québec, de savoir qu'un réseau comme ça puisse abolir purement et simplement son service de l'information. C'est sidérant. Il va falloir réajuster nos vies. C'est pas juste nos vies à nous, c'est la vie de nos familles. L'aventure à la télévision 4 saisons, c'est mal terminé. C'est de grande tristesse. C'est pas une bonne nouvelle pour personne qu'une salle des nouvelles ferme. Moi, j'ai fait une marche avec les employés de la salle des nouvelles. J'ai jamais manifesté de ma vie, si ce n'est cette fois-là. Vous, étonnamment, par contre, vous aviez quitté le bateau tout juste un peu avant. J'ai pas quitté le bateau. Mon contrat était terminé. C'est ça, excusez-moi. Ah non, mais, mais la nuance est importante. Parce que sinon, tu abandonnes parce que tu sens que ça va mal. Aujourd'hui, là, je suis là-dessus. D'accord. OK. Au revoir. Maintenant, aujourd'hui, on vous annonce l'arrivée d'une autre personnalité et je pense qu'il va nous aider encore à connaître encore une croissance très intéressante. Alors, je vous présente M. Jean-Luc Mongrain. Ah, mon Dieu! Bonjour, bonjour. La ministre est ici. Votre enfant, suivez-moi, il est ici, vous allez le voir, là. Il est direct là. Suis-moi, je t'en bas! Je pense qu'il y a toujours ce souci de vulgarisation. Moi, j'ai toujours travaillé, je pense, et je le fais encore, à tous les jours, de rendre accessible un sujet difficile à la compréhension du plus grand nombre. Ça, c'est la vulgarisation. On va vous montrer des outils pédagogiques de raccrochage. J'ai ça ici, là. Ça ne devrait pas tarder. Vous avez 17 ans ou 35 ans. Vous voulez retourner à l'école? Voici l'équipement que ça vous prend. Baisse, baisse, baisse! Des pétoufles! Oui, madame! Des pantoufles! T'as 17 ans, t'as pas fini ton secondaire 5.
T'as 35 ans, t'es marié, t'as 3 enfants. Tu veux retourner à l'école parce que tu veux avoir une chance dans la vie. La première affaire qu'ils font, ils disent « Ça te prend des pantoufles pour entrer dans la classe. » Vous me croyez pas? Passe-moi ça. À l'école, en vol. Retour à l'école pour des gars de 17 ans qui en palette comme ça, qui ont un califourchon rendu aux genoux peut-être, qui veulent essayer d'avoir une chance dans la vie. Bien, il y a une direction d'école qui n'est pas assez intelligente pour pas salir les planchers, ça vous prend des pantoufles. On aura dit de vous que vous êtes un clown des ondes. Quand vous mettez des pantoufles et vous faites des choses comme ça, est-ce que c'est pas des excès dans ce cas-là? Quand un sujet amène qu'il est possible que nous puissions mettre des pantoufles pour expliquer qu'on est en train de mettre un gars à la porte de l'école qui a une famille, des enfants et qui veut améliorer son sort dans la vie pour pas salir des planchers, puis qu'il faut qu'il amène ses pantoufles à Fantex, sinon il est remercié de l'école. Il n'y a pas d'autre façon de faire comprendre le ridicule de ça que de le jouer, que de le vivre. Vous êtes un gars d'image. Je suis un gars de TV. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Ah ben. Faut enlever ça complètement du folklore des comptines et des chansons des enfants. On est dans une société désacralisée. Mais c'est qui l'épais qui pense de même? L'école n'a jamais avisé les nouveaux parents qu'ils ne fournissent pas les napkins, les ustensiles pour les enfants, ainsi que le napperon pour les dîners. Attendez une minute, là. Non seulement ils fournissent pas, mais ils n'ont pas avisé les nouveaux parents que c'était pas fourni. Tout à fait. J'étais devenu peut-être quelqu'un où les gens se fiaient, disaient « Ah, on va appeler mon grain. » Appeler mon grain, mais c'est parce qu'il ne faut pas appeler mon grain. C'est pas normal dans une société que les problématiques relationnelles s'exercent à la télé. Prenez l'appel, il y a des services, il y a quelqu'un qui va vous répondre, puis allez-y. Là, j'étais devenu, honnêtement, pendant un temps, c'est pas nécessaire que j'appelle. Je vais appeler mon grain, il va en parler, ça va bouger. Il y a même des gens qui ont usurpé mon nom dans certaines institutions pour dire « Ouais, bonjour, c'est mon grain. » Qu'est-ce qui arrive avec le dossier de M. Chose, là? Ça bougeait, et ça bougeait. J'ai déjà appelé au bureau de mon épouse pour lui parler. Ils ont dit, mon grain, il appelle ici 6 fois par jour. Ben, j'ai dit, c'est parce que c'est moi, là. C'est vraiment moi, là. Ah, OK, d'accord, parfait. Mais c'était ça. Alors, toute cette notion-là, pendant des années, ça sédimente. Puis là, tu dis, est-ce que je pourrais faire autre chose? Et je suis capable de faire autre chose. Et je commence à faire autre chose. Il y a des apparitions extraordinairement inhabituelles de votre part. À des galas juste pour rire. Oui. Merci beaucoup. On passe à un autre appel. C'est quoi le problème? Monsieur Paquin. Oui. Félicitations pour votre beau programme. Hein? Ben merci. À des 3600 secondes d'extase. Jean-Luc Mongrain! Jean-Luc Mongrain! Vous payez le luxe de faire Yolande. C'est une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Moi aussi. Oui. Avec Marc. Oui. La brèche. Là, faut vraiment... Quand vous dites on dépasse pas telle limite, là, moi, je me suis dit, oh. Mesdames et messieurs, c'était Jean-Luc Mongrain! Où est-ce qu'on va avec ça? Ben, où on va, c'est que des gens m'ont dit, Monsieur Mongrain, on aime ça quand vous vous fâchez, quand vous pétez une coche. Ils m'ont dit ça pendant 25 ans. Mais j'ai pas pété des coches à tous les jours pendant 25 ans. D'ailleurs, je déteste l'expression. Mais j'ai eu des réactions fortes à la télé. Et la télé, c'est une loupe extraordinaire. Dans la vie, je suis pas très loin de ça. Quand je me passionne pour un sujet, j'embarque. Mais ce que les gens savent pas, c'est que j'aime rire, j'aime avoir du plaisir, et j'ai pas de problème à faire autre chose que ce que je suis.
que les autres peuvent penser de moi, c'est pas ça qui me crée. C'est pas ça qui me fait. Dans la vie, il y a des gens qui ont une opinion sur toi que tu ne peux pas contrôler. Tu peux rien y changer. Tu es déjà estampillé pour une bonne partie des gens. Si c'est ça qui vient ton identité, tu viens d'oublier qui tu es.